Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une belle journée, on dirait d'hiver, parce que la température extérieure est un peu sévère, pour dire, parce que nous sommes encore en automne. Mais quand même, l'automne tire à la fin, puis on laisse la place à l'hiver. On dirait dit qu'aujourd'hui, il y a de la fin, à un certain moment, avec le vent, il faisait -16. Donc, c'est une anticipation de l'hiver. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, aujourd'hui, c'est le 5 décembre 2025. Boursièrement parlant, il n'y a rien d'intéressant qui se passe. On attend naturellement que M. Powell, qui va parler bientôt, finalement, pour réduire les taux d'intérêt, semble-t-il, encore de 25 points de base, ce qui va contenter beaucoup monsieur le président américain. Mais finalement, lui voudrait des taux d'intérêt qui baissent encore plus. Enfin, c'est toujours la chicane entre les deux. Et finalement, le boss, c'est ce M. Powell. Et comme ça, le monsieur le président, finalement, il ne le change pas. Il a le pouvoir de le changer s'il le veut, mais quand même. Monsieur Powell a encore une capacité de rester là pour quelques mois encore, après quoi c'est fini son mandat. Donc, il y en a un autre qui va arriver à sa place, et cette fois choisi par Monsieur Trump. Et voilà, ça c'est pour dire les nouveautés relativement. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler comment dire, de ce qu'on appelle l'indice d'Atkinson. C'est-à-dire, M. Atkinson était un économiste britannique, et puis finalement, il est mort récemment. Finalement, il y a quelques années, ça remonte depuis 1920, quelque chose comme ça, sa date de naissance. Et puis, ce monsieur a étudié surtout la pauvreté. Et donc, et pourquoi les gens sont pauvres et quel est le rôle de la société pour contrer la pauvreté. Donc, il a inventé un indice et tout ça qui s'appelle l'indice d'Atkinson. À présent, est-ce qu'il est le seul? Non. D'autres se sont intéressés. Aux États-Unis, il y avait un monsieur, je vais vous dire le nom, parce que ça m'échappe un peu parfois, c'est le nom de ce monsieur aux États-Unis, monsieur Rawls, ou R-A-W-L-S. C'est un grand monsieur, lui aussi, il est décédé en 2002. Et puis, lui aussi a fait une sorte de règlement ou d'étude de la relation entre la justice et la pauvreté. Donc, pourquoi toutes ces recherches-là qui ont été faites? C'est parce que juste aux États-Unis, dans le deuxième moitié de l'autre siècle, donc vers 1870, c'est comme ça, l'idée, le capitalisme était vraiment libre totalement et il n'y avait pas de règles du gouvernement. Et finalement, c'était le capitalisme sauvage, comme on dit. C'est très intéressant à lire l'histoire de cette époque aux États-Unis, parce que vraiment, les gens s'enrichissaient d'une façon incroyable et puis tout ça, et très rapidement. L'idée de fond de l'époque, imaginez, c'est qu'on est venu au monde, aux États-Unis, pour faire de l'argent. Pourquoi on vient au monde? Pour faire de l'argent. Ça, c'est là. Donc, si on devient riche, ben c'est bien. Mais si on reste pauvre, ben, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire de l'argent. Donc, on est un peu comme ça en difficulté à comprendre la vie et tout ça. Donc, on vaut moins parce qu'on est pauvre. Finalement, le pauvre, c'est une sorte de faillite, en quelque sorte, parce qu'il n'est pas capable de faire de l'argent alors qu'on est né pour faire de l'argent. C'est ça la théorie de l'Europe. De là, se sont arrivées toutes ces évolutions, savoir est-ce que le pauvre est vraiment incapable ou c'est quoi. Donc, il y a un problème social de la pauvreté, c'est-à-dire parfois on est pauvre, les gens sont pauvres parce que la société n'a pas donné le coup de pouce pour que l'individu sorte de sa pauvreté et puisse, disons, gagner bien sa vie et en plus, finalement, contribuer au développement du pays. Donc, la théorie de M. Atkinson, c'est ça. C'est-à-dire, quelle est la quantité d'argent que les gens bien nantis sont disposés à renoncer ou à être taxés, si vous voulez, pour favoriser les pauvres, afin que les pauvres ne soient pas pauvres, mais qu'ils deviennent finalement classe moyenne, si on peut dire comme ça. Alors, juste pour vous parler de cet indice de Atkinson, regardez, quel est le concept fondamental? C'est une mesure du gaspillage. L'idée mesure, regardez, l'indice mesure le pourcentage du revenu total qu'une société pourrait sacrifier
entre guillemets, sans réduire le bien-être social si le reste était distribué de manière parfaitement égalitaire. Donc, sa caractéristique unique est d'intégrer un paramètre explicite qui s'appelle epsilon, enfin ça c'est M. Atkinson qui a une lettre grecque epsilon, représentant la préférence de la société pour l'égalité. Finalement, on a tous comment dire, on a tous à gagner si le pauvre est moins pauvre. Pas parce qu'il gaspille de l'argent, mais quand même parce que finalement, il devient comment dire, un atout actif un peu de la société. Plus ce paramètre est élevé, donc plus le epsilon est élevé, plus la société est sensible aux inégalités affectant les plus pauvres. Donc, dans le cas du capitalisme du 19e siècle américain, finalement, là, le epsilon était zéro, c'est-à-dire, si tu es pauvre, c'est ta faute, point final, puis tu te débrouilles tout seul. Tandis que finalement, à partir de là, sont nés donc ces critères. Ensuite, ce monsieur-là, plus l'autre monsieur américain, qui est un philosophe, qui lui a influencé beaucoup le parti démocrate. Donc, il y a une formule mathématique. À présent, on s'enfarge dans la formule mathématique qui a l'air complexe. Mais finalement, au bout de la ligne, qu'est-ce qu'elle nous donne, la formule? Il nous donne le A epsilon, c'est-à-dire le paramètre d'aversion à l'inégalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si le paramètre est zéro, ça veut dire qu'on est indifférent. C'est-à-dire, moi, je vis bien, puis si quelqu'un est pauvre, ben, c'est ses affaires à lui, je ne m'intéresse pas à lui. La société ne se soucie que du revenu total, peu importe sa distribution. C'est-à-dire, on veut que le pays progresse et que tout le monde devienne, enfin, tout le monde, ou ceux qui veulent, devienne riche. Mais s'il y a des pauvres, ben, c'est leur affaire. Ça peut donc zéro, c'est le epsilon. Quand epsilon est zéro, ça veut dire que la société pense seulement à chaque individu à lui-même et puis ça compte seulement le progrès de tout le pays. Mais on ne s'intéresse pas des détails, finalement, de qui est pauvre et tout ça. Si c'est 1, à ce moment-là, ça c'est le standard actuellement. L'approche classique, c'est à une sensibilité équilibrée. C'est pas vrai qu'on est insensible aujourd'hui à la pauvreté des autres, mais quand même, on essaie de pallier un peu ça autant que possible, mais ce n'est pas une activité finalement absolue à 100% là, de le faire. Et finalement, il y a l'approche de Rauslien. Et ça, c'est quoi ça? C'est un monsieur c'était donc un philosophe américain qui est décédé récemment. Et il a, comment dire, il a parlé de la justice. Et il a dit que la pauvreté, c'est une forme d'injustice sociale. Donc, il faut contrer la pauvreté parce que c'est injuste. Et donc, c'est un peu le principe de base, au moins en théorie, du parti démocrate américain. Mais c'est très intéressant, ce monsieur-là. Je vais vous le dire comment au cas où ça vous intéresse de fouiller un peu. Je vais vous le dire, il a finalement, donc son nom est John Borgley Rawls, ou enfin, à vous de le prononcer, Rawls. Donc, il est né à Baltimore en 2021, il est mort il y a 20 ans. Donc, et c'est un philosophe, il a écrit un livre de base dans les années 70 qui a influencé beaucoup les partis démocrates américains et puis tout ça. L'idée de fond, c'est que la pauvreté, c'est une injustice. Et donc, vu que ce qui fait la société, c'est la justice, il faut contrer la pauvreté. C'est ça qu'il disait, selon sa théorie. En effet, lui ne se préoccupe que du bien-être de l'individu le plus pauvre. En effet, sa théorie dans ses livres, c'est qu'il prend le cas du plus pauvre, à partir du plus pauvre, comment on peut évoluer, et puis finalement sacrifier un peu de la richesse des riches pour sans que ça les dérange beaucoup, finalement, au bout de la ligne, dans leur vie de tous les jours. Et puis le donner, finalement. C'est pas vraiment donner, c'est aider le pauvre à sortir de son enveloppe de pauvreté, finalement. Donc, l'interprétation des valeurs. L'indice varie entre 0, donc égalité parfaite, et 1, inégalité maximale. Tout dépend comment on veut voir cet indice-là. Mais finalement, si vous avez, par exemple, un epsilon de 0,20 $,
Cela signifie que nous pourrions atteindre le même niveau de bien-être social avec seulement 80% du revenu total actuel, à condition qu'il soit distribué de manière parfaitement égale. Donc, le 20% de différence entre 100 et 80, ça représente le coût social de l'inégalité. Ça, c'est la théorie. Donc, les domaines d'application, ben, on applique ça, disons, si on considère qu'on doit sacrifier un peu de la richesse des riches pour le donner aux pauvres, ça va à l'avantage, ça va à l'avantage à la santé publique parce que mesure des inégalités de santé et d'accès aux soins en pondérant davantage les populations vulnérables. Finalement, au Canada, on a beau critiquer tout ce que vous voulez, mais on a un système dans lequel finalement tout le monde se retrouve à être assuré d'une assurance maladie, comme on dit. Naturellement, on peut critiquer tout ce que vous voulez, mais quand même, l'idée de fond, c'est ça. Vous savez, quand dans les années 60, au début des années 60, il n'y avait pas l'assurance maladie au Canada. Et donc, c'est né aux alentours de un peu plus tard que ces années-là. Et je me souviens, j'allais voir le médecin, puis il fallait que je paye cash tout. Et lui, pour faire plus d'argent, le médecin, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des piqûres de vitamines. Et c'était 3 dollars la piqûre. Donc, il y avait la visite, plus 3 dollars la piqûre. Et ça lui permettait finalement de faire. Je me souviens, il était absolument contre le fait que c'est l'État qui paye et puis tout ça. Parce que finalement, il ne pouvait plus faire son jeu que vous voulez. Donc, finalement, donc, ça aide le fait de taxer le riche pour le donner aux pauvres. Ça veut dire simplement lui offrir des occasions de vie euh, qui sont, qui sont avantageuses finalement, comme la santé publique. Ensuite, la justice environnementale, évaluation de la répartition inégale des risques environnementaux au sein de la population. C'est-à-dire la population, c'est une agression contre les pauvres. Parce que si vous êtes riche, vous allez vous mettre, je ne sais pas, dans une maison quelque part où là, il n'y a pas de pollution, tout ça. Mais tandis le pauvre vit dans la pollution en quelque sorte. C'est ça qui dit la théorie. Économie donc, du développement, comparaison internationale du bien-être prenant en compte les préférences éthiques des différentes sociétés. Le problème de l'éthique, c'est finalement quelle est l'éthique finalement d'aider le pauvre à ne plus être pauvre par rapport à quelqu'un qui a l'argent et qui a travaillé pour faire de l'argent finalement, alors que la théorie, c'est que le pauvre n'a pas travaillé pour faire de l'argent. Enfin, c'est tout ce même problème éthique en effet. Quels sont les avantages et les limites? C'est la flexibilité éthique, comme je vous dis. Elle permet d'intégrer explicitement des jugements de valeur sur l'importance de l'égalité via le paramètre du epsilon. Il est décomposabilité. Décomposabilité peut être décomposé pour analyser les inégalités au sein des groupes, donc intra et entre les groupes internes. Et les subjectifs, le choix de epsilon est subjectif et peut grandement influencer les résultats et les classements des pays. Donc, c'est arbitraire ce epsilon. Où est-ce qu'on en est? Selon regardez, la conclusion, je vais vous dire la conclusion, mais finalement, où on en est dans tout ça? Regardez, si vous fouillez un peu sur Internet, ils vont vous dire que, par exemple, un epsilon 0, ça veut dire aucune aversion à l'inégalité. Donc, on s'en fout des pauvres. Le epsilon élevé, il y a une forte aversion à l'inégalité. On accorde beaucoup d'importance aux revenus les plus faibles pour les aider à avoir plus. Les valeurs courantes. Donc, les valeurs courantes vont entre 0,5 et 2. Si c'est epsilon 0,5, ça veut dire qu'on a une aversion, mais modérée finalement. Oui, on fait un peu attention, mais on ne veut pas être dérangé trop. Le epsilon égal à 1, ça veut dire aversion moyenne. C'est la valeur de référence courante. Et un epsilon égal à 2, ben, on a une forte aversion pour la pauvreté. Et donc, ceux qui sont pauvres, on les aide pour sortir de là. Naturellement, la conclusion dans tout ça, c'est que l'indice d'Atkinson n'est pas seulement un outil statistique, c'est une boussole morale, si on peut dire comme ça. Donc, est-ce qu'on est capable de tolérer la pauvreté? Est-ce qu'on devrait lutter pour que la pauvreté n'existe pas? Il nous rappelle que l'inégalité a un coût réel pour le bien-être collectif et que la mesure de ce coût dépend de nos valeurs sociales.
ou sociétale. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pauvreté, finalement, nous fait du mal à tous. Riche et pauvre, c'est pas bon. Finalement, c'est beaucoup plus intéressant pour le riche d'avoir le pauvre qui n'est pas pauvre, parce que, enfin, il produit et il fait partie de la société productive et tout ça. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.